Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci Marion pour cette présentation. Donc cette fois-ci, je vais vous amener dans un univers qui est un peu le mien, mais qui finalement sera aussi un peu le vôtre aujourd'hui. Les jeux de rôle dans les musées, donc effectivement en outil de médiation auprès des communautés. Vous êtes dans un musée, je vais vous décrire le musée, les espaces, les objets un peu mystérieux autour de vous, et je vais vous amener dans une situation et je vais vous demander après, qu'est-ce que vous faites? Évidemment, ne vous inquiétez pas, c'est rhétorique, hein, on ne va pas jouer tout de suite, hein, c'est ça, on n'a pas assez de temps du tout. Mais en tout cas, pendant ma présentation, je vous proposerai un constat à partir de mon expérience avec certaines structures ici, et évidemment un constat à partir de ce qu'on peut observer en tant qu'habitant en Nouvelle-Calédonie et en tant que professionnel de la culture. Ensuite, on parlera du jeu de rôle, de qu'est-ce que c'est, le jeu de rôle, effectivement. Est-ce que quelqu'un a déjà fait du jeu de rôle par ici? Un, deux, il y a longtemps. D'accord. Donc, je vais dire trois. Ensuite, comment on peut appliquer le jeu de rôle en musée? Quels sont les échanges qu'il peut y avoir entre ces deux univers? Et finalement, comment on peut faire travailler les communautés à travers le jeu de rôle, établir un dialogue simplement avec d'autres communautés que j'ai détaillerai par la suite. Donc depuis que j'ai commencé à travailler dans le patrimoine en 2011, j'ai effectivement eu la chance, comme l'a évoqué Marion, de travailler dans plusieurs institutions. Donc d'abord au musée de Nouvelle-Calédonie en tant que régisseur d'œuvres, puis à l'OPT pour l'inventaire, la conservation et la mise en valeur du patrimoine philatélique calédonien. Mais c'est effectivement à partir de cette expérience quelqu'un essaie de sortir du mur, visiblement. De mon expérience à Montréal que je me suis vraiment intéressé à la muséologie, parce que c'était mon master, et comment comprendre que ces enjeux muséologiques se mêlaient étroitement avec ceux de la société, finalement, dans laquelle nous vivons. Et à partir de là, je me suis donc éloigné de la conservation pour aller plus vers l'éducation et la médiation, et notamment à travers l'éducation ludique et la médiation dans les musées. Parce qu'aujourd'hui, on remarque de plus en plus que le jeu fait partie des outils éducatifs prisés par les structures patrimoniales, notamment du côté des associations. J'ai beaucoup d'expérience avec notamment l'association Témoignage d'un passé, et aussi au musée maritime, qui est aussi une autre structure associative. Effectivement, ces dernières restent en grande partie dépendantes de différentes subventions, elles-mêmes conditionnelles de la fréquentation de leurs établissements, et donc de la capacité de ces musées à se renouveler régulièrement en termes d'offres événementielles et éducatives. Et par souci d'attractivité, de visibilité, le jeu aujourd'hui est un élément très présent dans ces propositions d'éducation, de médiation et d'animation. On y trouve donc des jeux de pistes, des chasses au trésor, ou même des escape games aujourd'hui. Et moi-même, je ne vous cache pas que je suis un partisan du jeu dans ces structures, tant qu'ils répondent à la mission d'éducation de ces musées, et surtout, tant que ces jeux répondent au contexte dans ce qui est transmis. Et c'est dans cette continuité que je propose depuis donc 2019 l'utilisation du jeu de rôle dans les musées. C'est une pratique qui existe dans d'autres parties du monde, notamment dans l'Hexagone. Vous avez, donc c'est des exemples que j'ai vus que récemment, mais par exemple, il y a eu un mémoire qui a été fait en 2021 et un article qui va apparaître bientôt dans je ne sais plus quelle publication qui parle des jeux de rôle dans les musées, et ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et vous avez des associations qui proposent du jeu de rôle en musée. Mais avant d'aller plus loin, voici le constat duquel je pars et qui rejoint finalement ce que disaient Marianne et Frédéric tout à l'heure. Donc effectivement, en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de communautés différentes. Nous avons un héritage colonial fort, qui est très présent, et nous le notons aussi, un dialogue qui est abîmé par des souffrances et des doutes. Et finalement, le but du jeu de rôle dans tout ça, c'est de découvrir l'autre.
Donc le jeu de rôle, c'est d'abord un vocabulaire. On va essayer de se mettre d'accord les uns sur les autres là-dessus. Je ne vais pas parler de joueurs et de joueuses, je vais parler de rôlistes, voilà, pour vraiment généraliser les choses. Je ne vais pas parler comme on disait à une époque, de maître de donjon, de maître du jeu. C'est très compliqué je vais même parler de meneur ou de meneuse de jeu. Après, vous voyez, donc, feuille des personnages et le roleplay qui vous comprenez juste en le lisant là. Donc le jeu de rôle sur table est la construction d'une narration partagée. Elle est encadrée par un meneur ou une meneuse de jeu qui va oralement proposer des cadres avec des lieux, des objets, des personnages, des péripéties. Et le plus souvent, les rôlistes ont une fiche de personnage et pour arbitrer certaines situations, on va faire appel au hasard avec des dés. C'est un style de jeu qui engage la communication, qui améliore la résolution de problèmes et active l'imagination. Et parmi les bienfaits de cette activité, elle permet au meneur de jeu de transmettre des connaissances qu'il avait alors acquises pour les besoins de la création du personnage ou du scénario. Donc quand je parle ici d'agentivité des rôlistes, ou des joueurs et des joueuses, je parle de l'impact des joueurs, enfin des rôlistes, sur le monde du jeu de rôle. Ça veut dire les décisions vont influer sur l'histoire. Donc le jeu de rôle, ce n'est pas un escape game, ce n'est pas un jeu de plateau non plus, ce n'est pas une chasse au trésor. On va garder vraiment les différentes composantes qui le constituent, et sachant que cette part indéterminée est très importante, et surtout cette narration partagée qui va se modifier d'un groupe à l'autre. Donc on revient ici sur les bienfaits du jeu de rôle. Donc on parle d'un apprentissage non formel, petit conseil de professionnel, si vous voulez faire un jeu éducatif, ne dites pas que c'est un jeu éducatif. Dites que c'est un jeu, tout simplement. Et surtout, on est là pour une part d'amusement. Évidemment, ça reste du jeu. Et ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c'est la relation qui se tisse entre le personnage et la personne qui le joue, au travers du pouvoir cathartique de la fiction. Et vous avez donc deux effets transferts qui se font. Vous avez l'identification projective qui, on va commencer par l'effet proté, qui est la relation de pouvoir d'un personnage sur le joueur qui l'incarne, mais aussi l'identification projective, qui est le transfert du joueur sur le personnage. C'est quelque chose qui arrive notamment dans les jeux vidéo, ou tout simplement quelque chose qu'on va retrouver aussi quand on va lire un livre, s'attacher au personnage, on va ressentir tout simplement ce que le personnage ressent. Et en jeu de rôle, quoi qu'il arrive, dans ses réactions, le personnage de jeu de rôle s'inspirera un tout petit peu toujours de nous-mêmes. Quand j'ai commencé à réfléchir au jeu de rôle dans les musées, j'avais en tête la transmission de faits historiques. Surtout, voilà, j'ai une licence d'histoire, je me suis dit, bon, jusque-là, il y a un prolongement. J'ai intégré des éléments des expositions comme support narratif et visuel, et je m'étais basé sur des comparaisons entre l'univers rôliste et la muséologie. Je pars du principe que ce sont deux espaces similaires, finalement. Les musées et les jeux de rôle sont des espaces immersifs, comme je l'appelle le terrier du lapin blanc. C'est-à-dire que quand la partie commence, le monde extérieur n'existe plus. Le temps va passer différemment pour les personnages, à la manière des fictions avec les accélérations et les suspensions. Et un visiteur va être également coupé du monde extérieur lors de la visite des expositions. Ce sont des espaces sociaux où on va rencontrer des gens ou y aller avec des amis.
Ce sont des espaces basés sur les relations entre les professionnels et les visiteurs, ou entre les MJ et les rôlistes. Et finalement, ce sont des espaces narratifs où une histoire est racontée avec des codes propres à chacun, et dans les deux cas où la fiction peut être le centre du propos. Ici, vous avez deux exemples. Donc, d'un côté, nous avons une extension du jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu, au cœur des années 20, qui va présenter vraiment une base de données historiques pour justement approfondir les scénarios, pour répondre à toutes les questions que les joueurs voudront gentiment poser. Et de l'autre côté, vous avez beaucoup moins réaliste. On peut dire que l'Appel de Cthulhu, c'est réaliste non plus, hein, ouais, d'accord. Un autre cadre, Donjons et Dragons, qui est lui du médiéval fantastique, qui va se baser sur des données historiques médiévales pour, pareil, approfondir les scénarios, proposer un univers cohérent, même si on est d'accord que les dragons et les elfes, on ne les trouve pas trop en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et finalement, là, vous avez un autre exemple, Star Wars et Identities, voilà, qui est une exposition qui a longtemps tourné, qui partait du principe qu'à travers ces personnages de Star Wars, donc il y avait tout un jeu de rôle aussi, où on récupérait des informations sur les personnages, sur d'où un personnage venait, qui était un personnage, et finalement où il va, ce personnage. Et ça permettait aux gens de s'identifier d'une autre façon à un personnage fictif. La narration et le storytelling sont des éléments donc très importants dans la transmission des connaissances. Aimer une fiction, c'est être marqué. C'est se souvenir des détails, même s'ils sont nombreux. Les dates, les lieux, les personnages. Ce qui joue aussi, c'est la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire l'acceptation d'un univers fictif tant qu'il reste fidèle à sa cohérence interne. C'est finalement l'acceptation d'une réalité qui n'est pas la nôtre. Je m'amuse beaucoup en master de muséologie. Je fais des comparaisons entre les différents vocabulaires et les différentes typologies. Vous avez ici les typologies de visiteurs et de joueurs que nous mettons ici en parallèle et qui définissent aussi la liberté relative des participants et des participantes. Donc, du côté des musées, nous avons la typologie de Élisée Auveron et de Martine Levasseur qui se reprend beaucoup, qui va surtout définir des comportements des visiteurs dans les expositions. Donc, vous connaissez tous la fourmi, la sauterelle, le poisson, le papillon. Plus récente, nous avons la typologie de John Howard Falk, qui propose de définir les différentes motivations des visiteurs. Et du côté de la ludologie, nous avons Ron Edwards et Richard Bartle, qui proposent également des typologies en rapport avec les motivations des rôlistes, et ces motivations qui exercent alors une influence sur le parcours des personnages. Quand on traduit un peu pour ça, tout ça, on se rend compte que des motivations comme l'exploration, la socialisation, la complétion d'objectifs ou de soi-même, ou tout simplement l'aspect un peu plus dilettante ou spirituel, vont se retrouver dans les deux mondes. C'est intéressant parce que chez Falk et Bartle, il y a l'explorateur qui existe. Après, je ne vais pas le mettre tout seul, mais il y a le combattant, qui, lui, est plus dans la recherche de la compétition et la confrontation de l'autre. Donc ce sont des rôles qui se ressemblent et finalement qui s'assemblent, mine de rien. Vous avez les postures de rôlistes et de visiteurs qui se rapprochent, mais vous avez aussi un rapprochement à faire du côté des médiateurs et des MJ.
dont le rôle est de vulgariser leur univers afin de permettre aux visiteurs / rôlistes de l'appréhender, s'en approprier et s'en servir. Dans les deux cas, l'agentivité des participants est mise en route par le choix des parcours ou des angles narratifs offerts par les deux médiums. Nous avons donc des ponts pour adapter le jeu de rôle en musée, pour la transmission des connaissances à travers la fiction, mais pas seulement. Le jeu de rôle, c'est faire semblant d'être, et même se mettre à la place d'eux. Ce médium permet, à travers le personnage, de comprendre des enjeux qui ne le touchaient pas jusque-là. Un MJ suffisamment renseigné, au travers de témoignages, d'archives, de connaissances précises, pourrait transmettre ses émotions. Donc je prends un exemple qui est éloigné de nous. L'exemple des lois Jim Crow dans les années 50-60. Lors de la ségrégation raciale aux États-Unis, par exemple, les villes downtown étaient des villes où les Africains-Américains n'avaient pas le droit d'être après la tombée de la nuit. Sinon, ces gens pouvaient être arrêtés au pire. Pour calculer de longs trajets, les voyageurs appartenant à cette communauté étaient munis d'un livre vert, le livre vert de l'automobiliste noir. Un guide qui leur permettait d'éviter ces villes ou de la traverser avant le coucher du soleil. Ce livre prodiguait aussi des conseils en cas d'urgence. Donc, petit moment de scène. Vous êtes dans une Chevrolet avec votre famille, dont vos enfants. Nous sommes en 1952. Nous sommes en fin d'après-midi. Alors que vous passez une petite ville de l'Indiana, pour votre périple, votre voiture tombe en panne. Un problème a priori réparable, mais vous avez en fait peu de temps. Vous êtes à moins de 2 km des limites de la ville. Que faites-vous? Il y a plein de possibilités qui peuvent s'offrir. Est-ce que je vais réparer la voiture? Est-ce que je vais la pousser? Est-ce que je vais partir avec mes enfants? Les choix sont variés. Mais ce qui va m'intéresser, c'est le stress qui va être créé quand je décrirai la lumière qui baisse tout doucement, alors qu'une voiture de shérif se rapproche au loin. Il s'agit d'un moment fort, idéal pour créer une tension narrative proche des livres à suspense. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est jamais arrivé. C'est un format qui est adapté pour les contextes historiques, passés, documentés. Par exemple, pour nous rapprocher un peu plus de nous, jouer une femme calédonienne dans les années 1920. Jouer l'Inde des Kanaks qui avait été amené à Paris pour l'exposition universelle de 1931. Ou bien encore le fils d'un déporté japonais dans les années 40. Mais quoi de plus fort et légitime, finalement, dans la transmission que l'expérience d'un membre d'une communauté qui s'intéresse aux différentes questions évoquées. Alors, malgré ce qu'on peut croire, être MJ s'apprend. C'est ça qu'on a parlé rapidement ce matin avec des collègues. Effectivement, ça ne s'improvise pas, mais il faut déjà un petit goût déjà pour le conte. Vouloir raconter des histoires. Je pense que c'est vraiment la base pour être MJ. Raconter des histoires, mais aussi faire transmettre des émotions. Il faut aussi avoir une grande capacité d'improvisation, parce que les joueurs vous surprendront toujours. Quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez prévu. Et donc, on se rappelle la règle numéro 2, l'improvisation se prépare. Et finalement, il faut évidemment des connaissances précises sur le sujet, ce qui fait partie de cette préparation d'improvisation. À partir de tout ça, vous avez un cadre narratif et vous pouvez répondre à presque n'importe quoi. Je dis bien presque. C'est bon, je parle pas trop vite? Super. Spoiler. À défaut de tout ça, évidemment, parce que tout le monde ne veut pas faire maître du jeu, c'est très ingrat comme fonction. À défaut, le travail sur les personnages de jeu de rôle peut être aussi fait avec les communautés, afin d'intégrer des accroches narratives pertinentes. À partir de ce travail, nous pouvons alors définir des thèmes et des angles adaptés aux objectifs choisis,
qui permet de conclure maintenant. Pour conclure, le jeu de rôle peut être un formidable outil, complémentaire des autres médiations qui permet donc un échange de points de vue. Comme je le disais au début de cette présentation, le jeu de rôle est une histoire partagée comme celle des musées. En tant que MJ, je ne raconte pas mon histoire. Le rôliste et moi, nous racontons notre histoire. Merci beaucoup. Merci Alexandre pour cette présentation sur les possibilités de médiation. Est-ce qu'il y a des questions ? Je crois on te l'a déjà déposé il y a quelques années de ça, Alexandre, en fait, sur à la fois ton expérience dans les établissements que tu as décrits précédemment, mais du coup, je me demande si c'est pas un défi que tu nous lances cet après-midi sur, je pense au week-end dernier auquel j'ai complètement échappé, mais Marianne et toi, vous l'avez suivi, c'était le Week-end Geek. Est-ce qu'on peut imaginer, dans un futur proche, justement, on parlait tout à l'heure dans la conclusion de Frédéric et Marianne, ce métissage-là, cette transposition en fait d'une culture populaire, je pense à l'exemple de la semaine ou du Week-end Geek, dans un établissement muséal. Voilà, pour justement métisser, croiser en fait des discours qui ont l'air différents, mais qui ont un objectif commun. Est-ce que c'est un peu le défi que tu nous lances cet après-midi ? Mais je ne fais que ça, péter l'eau, lancer des défis à tout le monde. Ma vie est très compliquée. Alors, c'est une bonne question. Et effectivement, c'est intéressant que tu m'en parles, parce que j'ai vu un article récemment sur des lycéens qui ont voulu, dans le cadre d'un projet de lycée, transporter le jeu de rôle dans un musée. Ce qui me fait penser qu'il y a une communauté de rôlistes ici en Nouvelle-Calédonie, à travers le Sci-Fi Club notamment. Et effectivement, il y a des liens à créer si évidemment les structures sont intéressées. Déjà, dans un premier temps, amener le jeu de rôle en musée, mais aussi, comme j'ai précisé tout à l'heure, c'est un outil qui peut être transmis. Et c'est surtout ma volonté, en tant que médiateur, de proposer cet outil-là, de le transmettre, afin que d'autres que moi s'y intéressent et le diffusent. Et il y a des ponts à faire, oui, entre associations et structures patrimoniales. Ou même, par exemple, je vous ai parlé de l'article de 2021, dont l'auteur est devenu ma némésis maintenant. C'est pas vrai. Non, je suis très content que d'autres s'intéressent à ce sujet. Lui, c'est un médiateur, donc à la base, qui veut transposer de manière plus frontale le jeu de rôle dans le musée en sélectionnant des œuvres précises pour les intégrer dans une histoire. Moi, je pensais plus dans l'autre sens, c'est-à-dire amener un groupe, le faire travailler avec les objets qui sont dans l'exposition et du coup changer le narratif de l'exposition à travers le jeu de rôle. C'est deux champs différents, mais la seule limite finalement, c'est la créativité. Merci. Ça marche ? On m'entend ? Pardon. Pour répondre aussi, peut-être qu'on a des pistes. L'association Témoignages d'un passé, avec qui tu travaillais avant, a déjà ouvert des voies avec le Sci-Fi Club notamment, au moment des Nuits des Illuminés, donc au Bagne. Je sais qu'on avait eu de longues discussions sur des possibilités de jeux au musée du Bagne. Donc, on est très contents. Il y a déjà des structures muséales, en tout cas liées au patrimoine et à la culture en Nouvelle-Calédonie, qui travaillent avec une partie des rôlistes du Sci-Fi Club. Moi, j'avais surtout une question. C'est surtout une constatation. L'intérêt d'un jeu de rôle et de l'intégrer dans un musée, c'est aussi de rajeunir le public qui rentre dans ces musées-là. On sait que c'est parfois difficile d'intéresser à l'histoire, malheureusement. Donc c'est une autre forme d'intérêt pour le jeune public. Et puis, par contre, quel est le danger aussi ? On parle de jeux de fiction, mais on y raconte des histoires réelles, des parcours de vie qui ont réellement existé. La frontière est peut-être
parfois un petit peu mince pour que le jeune public ou même les joueurs, les rôlistes, dans ces jeux de rôle, ils prennent quand même conscience de ce qui a été réalité dans ce jeu de fiction. On m'entend ? Oui. Il faut se dire que le jeu de rôle n'est pas... Quand je parle de l'histoire toujours, hein, et notamment le site du bagne, je ne sais pas pourquoi j'ai en tête tout de suite, mais c'est vrai qu'il faut voir ça comme un roman historique, finalement. Vous allez avoir un cadre historique qui est posé, qui est réel, des personnages fictifs qui vont évoluer dans ce cadre qui est historique. Et donc, effectivement, si on utilise des personnages réels qui ont vécu des vraies choses, et évidemment à partir de personnages qui sont documentés, ça sera compliqué de faire évoluer le parcours de ce personnage. Par contre, intégrer un personnage historique dans une histoire fictive et le mettre en personnage non-joueur, c'est un vocabulaire que j'ai pas mis, donc un personnage référence dans l'histoire, là évidemment, c'est possible. Pour prendre un exemple, pendant mon mémoire, j'avais utilisé le jeu de rôle à Pointe-à-Calière, à Montréal. J'avais un groupe de 6-7 étudiants. Et on prenait comme cadre narratif le grand traité de paix de Montréal en 1701. Donc ça implique beaucoup de communautés, donc des Premières Nations qui ont participé à cette évolution. Parmi les personnages, c'était des gens qui devaient voyager dans le Québec pour trouver ces Premières Nations et les amener. Et ils rencontraient au début un personnage historique, et rencontraient à la fin un autre personnage historique. Mais l'évolution entre les deux était fictive, basée sur des faits réels. Les conditions de vie dans le Québec au XVIe siècle, la vie sauvage, les confrontations entre les Français et les Anglais à l'époque, qui étaient encore très vives, ce genre de choses. Et le danger, en fait, finalement, n'est pas si différent que ce qu'on peut proposer en jeu éducatif de manière générale. Tout va partir de la documentation du MJ, de toute façon. C'est vraiment le point de base important avant de se lancer dans l'écriture d'une histoire. Ça répond à ta question ? Super. Alors j'avais aussi une question, donc je m'octroie le droit à la parole. Tu précisais juste avant dans ta réponse sur la manière dont les collections pouvaient être utilisées de différentes manières. Est-ce que tu pourrais revenir sur toi, ton approche justement, et comment est-ce que tu intègres des objets, des collections, des musées avec lesquels tu travailles ou des institutions avec lesquelles tu travailles dans un jeu de rôle, avec un exemple précis qui permette d'illustrer un peu ça. Alors, j'ai pas eu l'occasion de vraiment l'appliquer en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est très compliqué le jeu de rôle à faire passer, mais j'aimerais bien, un jour, qui sait, on sait jamais. Je lance quelqu'un d'œil qui le veut bien. Par exemple, on va trouver un objet de la vie de tous les jours. Ça peut être des vêtements aussi. À partir de cet espace d'exposition. En fait, je pense beaucoup à l'exposition à la boulangerie, pour le coup, encore une fois. Comment votre personnage est habillé ? Inspirez-vous de ça. Qu'est-ce que votre personnage va utiliser comme outil ? Où est-ce que nous sommes ? Choisissez un endroit dans l'exposition. Voilà, on part toujours finalement du joueur, comme on le fait en jeu de rôle sur table. On part du joueur, de ses idées, et on élabore autour de ça. Et là, à travers le jeu de rôle, finalement, on va demander aux joueurs d'observer l'exposition qui sont autour d'eux et d'en tirer des éléments, comme on le ferait avec un cadavre exquis, par exemple. Et à partir de là, on déroule.